Mon père a vendu la maison dont j'ai hérité. Il a dit, tu n'as pas besoin de la maison. Ma sœur s'est moquée, mais j'ai besoin de vacances. Ils ont payé les vacances de leur fille préférée. J'ai simplement ri. Je m'appelle Émilie. J'ai 29 ans. Et il y a quelques semaines, mon père a vendu la maison dont j'ai hérité pour que ma petite sœur puisse boire des cocktails hors de prix sur une plage et s'acheter une jolie petite voiture. Il pensait honnêtement que j'allais simplement l'accepter parce que la famille passe en premier, tant que la famille signifie elle et non moi. Je l'ai découvert à mes dépens lorsque je me suis garé dans l'allée du seul endroit qui m'avait jamais vraiment semblé être chez moi. J'ai vu 2 voitures que je ne reconnaissais pas entassées près du garage, portes ouvertes, et des inconnus portant des cartons par la porte d'entrée comme s'ils en étaient les propriétaires. J'ai coupé le moteur et je me suis avancé directement, toujours dans ma tenue d'hôpital après une garde de nuit, le cœur battant plus de colère que de fatigue. J'ai sonné à la porte. Un homme d'âge moyen a ouvert et m'a lancé ce regard agacé qui disait « Que voulez-vous » jusqu'à ce que je dise « C'est ma maison. Pourquoi êtes-vous à l'intérieur » Il m'a littéralement ri au nez et a dit « Non, madame. C'est notre maison maintenant. Nous avons conclu l'achat le mois dernier. Nous l'avons acheté à votre père. » Mes oreilles ont bourdonné. J'ai sorti mon téléphone là, sur le porche, et j'ai fait défiler chaque courriel et message. Aucun avis, aucun contrat, aucune demande de signature de ma part sur quoi que ce soit. Tout ce que j'ai vu, ce sont quelques messages non lus de ma petite sœur qui s'extasiait sur le fait qu'elle pouvait enfin réserver le voyage de ses rêves entre filles, et comment notre père avait dit qu'elle le méritait après une année si stressante. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Cet argent ne venait pas d'une prime secrète ou d'un gain au loto. Il venait de l'acte de propriété portant mon nom. La maison que ma grand-mère m'avait laissée dans un testament dont j'avais écouté la lecture dans le bureau d'un avocat. Et maintenant, cet inconnu se tenait sur le pas de la porte en me disant qu'il avait la preuve qu'il possédait ce qu'elle m'avait promis que je ne perdrais plus jamais. Je ne lui ai pas dit un mot de plus. J'ai simplement descendu les marches, je suis remonté dans ma voiture et j'ai conduit directement chez mes parents avec les mains si serrées sur le volant qu'elles me faisaient mal. Je savais déjà exactement qui avait signé pour me voler ma vie, et exactement pour qui il l'avait fait. J'étais sur le point de l'entendre le dire à voix haute. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après ma sortie, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où regardez-vous ? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Quand j'ai fait irruption par la porte d'entrée de la maison de mes parents, je n'ai même pas pris la peine de frapper. Ma mère a crié mon nom depuis la cuisine, mais j'étais déjà dans le salon. Je fixais ma petite sœur prélassée sur le canapé dans une toute nouvelle tenue d'aéroport assortie, avec 3 valises ouvertes sur le sol et une pile de brochures de voyage sur papier glacé à côté d'elle. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone et a souri avec suffisance. « Eh bien, tu es enfin arrivé. J'allais t'envoyer une photo de moi depuis le complexe hôtelier. Tu vas être tellement jalouse. » Avant que je puisse répondre, mon père, Robert, est entré depuis le couloir avec cette expression calme qui voulait dire « c'est moi qui décide », expression qu'il arbore toujours lorsqu'il a déjà décidé de la tournure que prendra une conversation. « Pourquoi tout ce drame, Émilie ?» a-t-il dit. « Tu travailles ce soir. Ne commence pas à faire des histoires. » J'ai pris une inspiration qui ne m'a pas du tout calmé et j'ai dit « quelqu'un d'autre vit dans ma maison, celle que grand-mère Lily m'a laissée. Et ils ont dit qu'ils vous l'ont achetée. » Sa mâchoire s'est crispée pendant une seconde. Puis il a haussé les épaules comme si de rien n'était. « Émilie, tu dois te détendre. Tu n'y vis même pas. Tu as ton propre appartement en centre-ville. Tu t'en sors bien. Ta sœur ne fait que commencer. Elle a plus besoin d'aide que toi. Tu n'as pas besoin de la maison. Elle a besoin de vacances. » Ma sœur Madison a souri et a dit « Oui, détends-toi. Je suis littéralement épuisé. Je mérite cela. Tu as ta petite vie d'infirmière ou je ne sais quoi. » Je les ai simplement fixés en attendant que l'un d'eux dise que c'était une blague, qu'il y avait eu une erreur quelque part au cadastre, que personne n'avait touché à l'acte de propriété. Au lieu de cela, ma mère Diane est entrée en s'essuyant les mains sur un torchon et a dit « Ton père a fait ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Tu sais, ta grand-mère était sentimentale. Elle ne comprenait pas la pression que subit ton père. Nous avons simplement corrigé la situation. » Corrigé, ai-je répété, ma voix semblant étrange à mes propres oreilles. « Alors vous avez agi dans mon dos et vendu une maison qui m'appartenait légalement ?
Mon père a levé les yeux au ciel comme si j'étais une enfant faisant un caprice. Ce n'est pas si simple, a-t-il dit. J'ai signé ton nom sur certains documents parce que tu étais toujours à l'hôpital et impossible à joindre. Et tu sais que je gère les choses sérieuses d'adulte de toute façon. Cela s'appelle être pragmatique. Il y a eu une pause où je jure que tout ce que je pouvais entendre était le sang battre dans mes oreilles. Tu as falsifié ma signature, ai-je dit lentement. Tu as commis une fraude et tu as dépensé l'argent pour un voyage et une voiture pour Madison. Ma sœur a bougé. Soudainement moins suffisante mais toujours provocante, elle a dit, grand-mère t'a toujours couvé. Maintenant, c'est mon tour. Et cela a fait plus mal que je ne m'y attendais. Par cette phrase, elle a confirmé ce que j'avais toujours soupçonné, que ma grand-mère était la seule personne qui m'avait jamais fait me sentir comme autre chose qu'une figurante. J'ai levé les yeux vers le mur où 10 photos encadrées étaient accrochées en petites rangées soignées. Tous les récitals, les compétitions de pom-pom girls et les voyages à la plage. Madison souriant de plus en plus sur chacune d'elles. Il n'y avait pas une seule photo de moi après le collège dans le propre salon de mes parents. Toute ma vie d'adulte avait été effacée. C'est à ce moment-là que quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Je ne vais pas laisser passer cela, ai-je dit doucement. Mon père a ricané. Tu ne vas pas traîner la famille devant le tribunal pour un malentendu. C'est une affaire de famille. Tu me remercieras un jour quand ta sœur aura réussi et pourra te rembourser. J'ai ri une fois, un rire sec et sans humour. Cette maison était tout ce qu'il me restait de grand-mère, et tu l'as balancée pour des points de fidélité aériens. Puis je me suis retourné et je suis sorti sans attendre leur réponse. Au moment où je me suis assise dans ma voiture, mes mains bougeaient déjà. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve la seule personne à qui je faisais confiance pour cela. Jason, le garçon qui avait grandi au bout de la rue et qui travaillait maintenant comme avocat spécialisé en droit immobilier dans le centre-ville de Dallas. J'ai tapé, j'ai besoin de ton aide. Cela concerne la maison de grand-mère Lily. Il m'a appelé dans les 60 secondes, la voix posée et brève. Raconte-moi tout. C'est ce que j'ai fait, assise là dans l'allée de mes parents pendant que ma sœur riait avec notre mère derrière la porte fermée. Quand j'ai eu fini, il semblait furieux d'une manière que je ne lui connaissais pas. Apporte tous les documents que tu as, le testament, les courriels, les messages, tout, a-t-il dit. Nous n'allons pas laisser passer cela. Pour la première fois depuis que j'avais vu cet inconnu sur le pas de ma porte, j'ai ressenti autre chose que le choc. J'ai ressenti que j'avais une direction. Jason m'a rencontré le lendemain matin dans son bureau, un espace étroit au 12e étage qui sentait le café brûlé et le papier d'imprimante. Il avait toujours été le garçon décontracté du quartier, celui qui passait en planche à roulettes devant le porche de ma grand-mère. Mais dans une chemise repassée avec une pile de dossiers sur son bureau, il ressemblait à une autre personne. J'ai déposé un dossier usé et une boîte à chaussures pleine de vieilles cartes et de lettres devant lui. Voici tout ce qui vient de grand-mère Lily, le testament, ses notes, même des cartes de Noël où elle parlait de la maison. Il a mis ses lunettes et a commencé à trier. Le silence était lourd mais pas inconfortable. Enfin, il a brandi le testament. Alors, cela a été homologué il y a 2 ans à son décès ? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Ils l'ont lu dans une petite salle de conférence d'un autre cabinet. Elle m'a laissé la maison spécifiquement. C'est exact, je me souviens avoir signé pour les clés. Jason a affiché les registres du comté sur son ordinateur, a cliqué quelques fois, puis a tourné l'écran vers moi. Voici le transfert de propriété de votre grand-mère à vous. Cela semble correct. Puis il a cliqué à nouveau. Voici la vente aux nouveaux acheteurs le mois dernier. Mon estomac s'est retourné quand j'ai vu mon propre nom tapé sous la mention du vendeur, suivi d'une version tremblante de ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne. La façon dont le BE courbait était fausse. Les dernières lettres de Carter montaient au lieu de descendre. Ce n'est pas comme ça que je signe, ai-je dit. Jason hochait déjà la tête. Ton père a pu tromper les acheteurs pendant un certain temps, mais il n'a pas couvert ses traces auprès du comté. C'est mauvais pour lui. Il a cliqué sur le fichier numérisé, a froncé les sourcils, puis a juré à voix basse. Quoi, ai-je exigé. Regarde ça. Il a pointé du doigt un courriel imprimé joint au document de clôture. Il provenait d'une adresse qui ressemblait à la mienne. Même pseudonyme, même fournisseur,
mais l'horodatage datait d'une semaine où j'avais enchaîné les gardes de nuit sans pause. Le texte disait « Je, Emily Carter, autorise mon père à signer en mon nom pour la vente de ma propriété car je ne suis pas en mesure d'assister à la signature en personne. » Sauf que je n'avais jamais écrit cela de ma vie. Jason a dit « Ton père ou un de ses proches a créé un faux courriel pour faire croire que tu avais donné ta permission, puis l'a transféré à la société de titres. » C'est un deuxième niveau de fraude. Et puis ici, a-t-il zoomé sur le blog du notaire. Le même nom de notaire revenait sans cesse sur d'autres dossiers louches qu'il avait vus au palais de justice. Il s'est adossé, la voix basse mais assurée. « Émilie, ce n'est pas un malentendu. C'est délibéré. Il y a une signature falsifiée, une trace de faux courriel et un notaire qui a une réputation. Si nous poussons cela, il s'expose à des accusations pénales, et pas seulement à une responsabilité civile. » Ma gorge s'est serrée, non pas à cause des larmes, mais à cause de la rage. Que pouvons-nous faire concrètement? Ai-je demandé. La première étape est de lui donner une dernière chance de réparer cela discrètement, a déclaré Jason. Je vais envoyer une mise en demeure formelle à ton père et mettre son courriel professionnel en copie. Il a 24 heures pour restituer la totalité des 200 000 € de la vente sur un compte séquestre que nous contrôlons, et pour céder tout intérêt restant afin que nous puissions annuler la vente. S'il refuse, alors nous employons les grands moyens. Nous déposons une plainte au civil pour fraude et détournement. Nous informons le procureur des documents falsifiés. Et nous nous attaquons à tous ses biens, sa maison, ses comptes, tout. Les mots semblaient surréalistes. Il s'agissait de mon père. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo sur le stationnement derrière le supermarché. Celui qui s'était assis dans le couloir devant ma chambre à brosser les cheveux de Madison pendant que je faisais mes devoirs seul. Mais ce dernier souvenir était exactement la raison pour laquelle j'ai dégluti difficilement et hoché la tête. Fais-le. Jason a rédigé la lettre pendant que j'étais assise là, ses doigts volant sur le clavier. Il en a lu des passages à voix haute. Votre vente non autorisée de la propriété héritée de ma cliente. Votre utilisation de documents frauduleux. Restitution intégrale du produit de la vente dans les 24 heures suivant la réception de cette lettre sous peine de poursuites judiciaires immédiates. En bas, il a tapé en majuscule « 24 heures au tribunal ». Quand il a eu fini, il m'a regardé. « Es-tu sûr d'être prête pour cela? Une fois que je l'envoie, on ne pourra plus faire semblant que ce n'est pas arrivé. » J'ai pensé à l'endroit vide où se trouvait le fauteuil de ma grand-mère, maintenant occupé par le canapé d'un inconnu. J'ai pensé aux valises de ma sœur alignées pour des vacances payées avec ma perte. En voilà, ai-je dit. Il a cliqué sur imprimer, a signé, a numérisé et a envoyé la mise en demeure par courriel, puis a envoyé un messager avec une copie papier au bureau de mon père. À l'heure du déjeuner, mon téléphone a commencé à vibrer. Mon père a appelé en premier, puis ma mère, puis ma sœur, et quand je n'ai pas répondu, mon père a réessayé. Finalement, j'ai répondu, en mettant le téléphone sur haut-parleur et en le posant sur le comptoir de ma cuisine pour ne pas avoir à sentir son poids dans ma main. Émilie. Sa voix est passée, tendue et plus sèche que d'habitude. C'est quoi cette lettre, bon sang? Essaies-tu de me ruiner? J'ai laissé le silence se prolonger jusqu'à ce qu'il le remplisse. Tu ne peux pas être sérieuse au sujet de traîner ton propre père en justice pour une maison dans laquelle tu n'as même jamais vécu en tant qu'adulte. As-tu la moindre idée de ce que cela va faire à mon travail, à ta mère, à ta sœur? J'ai dit, tu as déjà fait ça quand tu l'as vendu. Et tu sais exactement de quoi je parle parce que tu as falsifié ma signature et envoyé de faux courriels depuis un compte se faisant passer pour moi. Il a ricané bruyamment. Ton avocat te remplit la tête d'absurdité. Nous n'avons rien falsifié. Nous avons juste signé des papiers. Ce n'est pas comme si nous avions volé un inconnu. Les familles s'entraident. C'est ce que c'est, la famille. Si tu ne retires pas cette demande ridicule tout de suite, tu vas détruire ton propre sang. Le mot détruire a résonné. Tu as détruit la seule chose que grand-mère Lily m'avait laissée, ai-je répondu. Et tu l'as fait pour que Madison puisse s'asseoir au bord d'une piscine et publier des photos. Tu ne m'as même pas appelé. Tu n'as pas demandé. Tu as décidé que mon héritage était optionnel. Il y a eu une pause. Puis il a baissé la voix comme s'il laissait enfin échapper la vérité. Ta sœur a du potentiel, Émilie. Elle construit quelque chose avec ses abonnés. Ce voyage pourrait changer sa vie. Tu n'es qu'une infirmière.
Tu auras toujours du travail. Tu as un appartement, une carrière. Tu es stable. Tu n'as pas besoin d'une maison qui reste vide. J'ai presque ri alors, mais c'est sorti plutôt comme un souffle. Tu t'entends parler? Tu as commis des crimes pour qu'elle puisse se prendre en photo dans un autre fuseau horaire. Il a craqué. Quiconque écoutera comprendra. Nous essayons de garder l'argent dans la famille. Ce n'est pas de la fraude. C'est être parent. De plus, tu ne peux pas prouver que j'ai falsifié quoi que ce soit. Mon rythme cardiaque s'est accéléré à ce moment-là, car je n'avais jamais utilisé le mot falsifié avec lui avant la lettre. Je lui avais dit chez lui qu'il avait vendu mon bien, pas que j'avais des preuves solides. Pourtant, le voilà qui se défendait contre une accusation qu'il n'avait pas entendue de ma part. Jason avait dit que cela arriverait, que les coupables se trahissent eux-mêmes lorsqu'ils paniquent. J'ai dit calmement, je ne t'ai jamais dit ce que Jason a trouvé dans les registres du comté. Je n'ai jamais mentionné la fausse adresse de courriel ou le notaire. Alors, comment sais-tu exactement ce que l'on ne peut pas prouver que tu as falsifié? Il y a eu un long silence pesant. Puis il a changé de tactique si vite que cela m'a donné le vertige. Bien, a-t-il dit, le ton s'adoucissant. Peut-être que je m'y suis mal pris, mais j'allais arranger les choses. J'avais l'intention de te donner une partie de l'argent une fois que les choses se seraient calmées. Je vais transférer une partie aujourd'hui. Nous pourrons être quittes. Nous pouvons éviter d'embarrasser la famille devant le tribunal. Cette fois, j'ai vraiment ri. Un petit son amer. Tu n'as pas le droit de négocier avec ce que tu as volé, papa. Ce n'est pas un magasin de rabais, ai-je dit. Il a élevé la voix. Arrête de dire voler. Tu rends cela plus laid que ça ne devrait l'être. Je vais parler à Madison. Nous allons trouver une solution. Nous t'offrirons quelque chose de juste. La façon dont il a dit nous m'a donné des frissons, car cela signifiait que ma sœur n'était pas seulement une passagère ignorante dans ce voyage. Il ne promettrait pas de négociation avec son argent si elle ne savait pas d'où il venait. Savait-elle pour la falsification? Était-elle dans la pièce lorsqu'il a décidé de signer mon nom? J'ai demandé doucement, depuis combien de temps Madison est-elle au courant de ce que tu as fait? Cette question a semblé atterrir là où il ne s'y attendait pas. Il a hésité un instant de trop, puis a dit, ne mêle pas ta sœur à cela. Elle a juste fait ce que n'importe quelle fille ferait quand son père propose de l'aider. C'est toi qui en fais un désastre juridique. C'est une réponse suffisante, tu t'en rends compte, ai-je demandé. Que appeler quelque chose la famille ne transforme pas par magie le vol en générosité. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a eu un grésillement sur la ligne. Puis il a dit, je suis ton père. Je t'ai élevé. Tu me dois une certaine loyauté. Vas-tu vraiment m'envoyer en prison pour un malentendu? Si le sang peut être utilisé pour exiger le silence lorsque nous sommes volés par les nôtres, à quoi bon appeler cela une famille, ai-je demandé. La voix tremblante maintenant, non pas de peur, mais de fureur. Il n'a pas répondu. Le silence semblait plus lourd que n'importe quel cri. Puis il a dit d'un ton neutre, tu le regretteras, Émilie, et il a raccroché. J'ai regardé mon téléphone pendant un moment, puis je l'ai pris et j'ai fait défiler jusqu'à Madison. Elle m'avait envoyé 3 messages de colère pendant que mon père parlait. Tu es tellement dramatique. Tu es égoïste. Tu ruines tout. Le dernier disait, à cause de toi, je pourrais perdre mon voyage. J'espère que tu es contente. J'ai tapé sur son nom et appuyé sur appeler. Cela est allé directement sur la messagerie vocale. Bien. J'ai pensé, nous parlerons en personne. Et cette fois, je n'irai pas seul. Ce soir-là, je suis retourné chez mes parents avec mon téléphone qui enregistrait déjà dans ma poche, l'écran éteint, le microphone activé. J'avais vu assez de drames à l'hôpital pour savoir que la mémoire devient confuse lorsque les émotions sont fortes, mais pas l'audio. Les lumières étaient allumées, des ombres passaient derrière les rideaux, et mon estomac s'est noué quand j'ai frappé. Ma mère a ouvert la porte, les yeux rouges et la mâchoire serrée. Tu déchires cette famille, a-t-elle dit. Arrête ces absurdités avant que ça n'aille trop loin. Je suis passé devant elle pour entrer dans le salon. Madison était recroquevillée sur le canapé, son ordinateur portable ouvert sur des photos du complexe hôtelier, une valise à moitié pleine de maillots de bain sur le sol. Elle a levé les yeux, les lèvres pincées. Et maintenant? Tu ne peux pas me laisser profiter de quelque chose pour une fois.
Ma voix est sortie plus assurée que je ne le ressentais. Depuis combien de temps sais-tu que papa a falsifié mon nom pour vendre la maison de grand-mère Lily? Ses doigts se sont figés sur le clavier. Pendant une seconde, elle a joué la confusion. De quoi parles-tu? C'est une accusation grave. Je me suis approché. Ne m'insulte pas. Je sais ce qu'il y a dans le dossier du comté. Je sais pour le faux courriel et le tampon du notaire. Je veux juste entendre ce que tu savais et depuis quand. Ma mère a essayé d'intervenir, mais j'ai levé la main. Réponds-moi, Madison. Elle a expiré fortement et s'est adossée. Bien. Papa m'a dit qu'il pouvait s'occuper de la paperasse, qu'il pouvait signer pour toi parce que tu es toujours à ce stupide hôpital et que tu ne réponds jamais à ton téléphone. Il a dit que tu n'allais pas retourner vivre dans ce vieil endroit effrayant de toute façon, et que cela n'avait aucun sens pour lui de lutter pendant qu'une propriété de valeur restait vide. Alors oui, je savais qu'il allait la vendre. Ma gorge s'est serrée. Et tu savais qu'il se faisait passer pour moi. Elle a haussé les épaules. Il a dit qu'il avait ta permission. Il a dit que c'était pour la famille. Je n'ai pas posé de questions. C'est notre père. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que sa cruauté était si désinvolte. Il t'a littéralement dit qu'il prenait quelque chose qui m'avait été laissé sans me le demander pour que tu puisses aller à Canquin. Et tu n'as pas pensé que c'était mal. Madison s'est levée, les joues rouges. Tu es tellement dramatique. C'est une maison, Emily. Du bois, des cloisons sèches et des meubles de vieille dame. Grand-mère te traitait comme si tu étais le Messie. Tu avais son amour, son temps, tout. Maintenant, pour une fois, quelque chose me concerne et tu ne peux pas le supporter. C'est ta chance d'être une sœur convenable et au lieu de cela, tu engages un avocat. Ma mère a approuvé de la tête. Tu as toujours été ingrate. Tu n'as jamais apprécié ce que ton père a fait pour cette famille. J'ai regardé Madison droit dans les yeux. Tu as réservé le voyage en sachant que l'argent provenait d'une vente que je n'ai jamais acceptée. Elle a levé le menton. Oui, je l'ai réservé. Et alors? J'ai travaillé dur sur mon contenu. Ce voyage est un investissement. Chacun fait ce qu'il doit faire pour avancer. Certains d'entre nous ne se contentent pas de pointer pour des gardes de 12 heures et de rentrer chez eux en sentant le désinfectant. Quelque chose en moi s'est immobilisé. Ce voyage n'aura jamais lieu maintenant, ai-je dit. Et la voiture dont tu te vantes ne le sera pas non plus parce que l'argent va retourner à sa place. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu ne peux pas le forcer à aller en prison. Il a fait ça pour moi. Si tu tenais vraiment à moi, tu n'irais pas si loin. C'était là. La croyance sous-jacente à tout cela. Que les aimer signifiait les laisser me blesser sans conséquence. J'ai pris une inspiration. Personne ne l'a forcé à inventer mon consentement. Personne ne t'a forcé à dire oui à de l'argent volé. Vous avez tous les deux fait des choix. Maintenant, vous vivez avec. Elle s'est approchée au point que nous étions presque nez à nez. Si tu vas jusqu'au bout, tu es morte pour moi. Je n'ai plus de sœur. J'ai regardé son visage parfait, le même qui remplissait chaque cadre sur le mur de notre salon alors que le mien était absent, et j'ai dit, c'est enfin quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. Puis je me suis retourné, je suis passé devant ma mère qui secouait la tête comme si j'avais enfreint une règle sacrée, et je suis sorti dans la nuit. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Dans la voiture, j'ai arrêté l'enregistrement, je l'ai sauvegardé sur le nuage numérique et j'ai envoyé un message à Jason. J'ai la preuve que Madison était au courant de la fraude. Je veux que toutes les conséquences juridiques soient sur la table. Il a répondu presque immédiatement. Viens à la première heure demain matin. Nous ajouterons l'enregistrement au dossier et nous avancerons. Alors que je m'éloignais de la maison où j'avais grandi, une pensée tournait en boucle dans mon esprit. Ils pensaient que je les choisirais plutôt que moi-même pour toujours. Ils avaient tort. Après que Jason a déposé la plainte et envoyé l'enregistrement au bureau du procureur, les choses ont évolué plus vite que je ne l'espérais. Mon père a reçu la signification au travail devant ses collègues de l'agence d'assurance où il avait passé des années à se bâtir une réputation de gars capable d'aplanir n'importe quel problème. Ma mère m'a appelé ce soir-là en hurlant que le policier l'avait humilié dans le hall, que tout le monde le regardait, que j'avais détruit sa vie. J'ai écouté calmement et j'ai dit qu'il avait détruit sa propre vie lorsqu'il avait falsifié mon nom, et j'ai raccroché. En une semaine,
l'histoire avait fait le tour de notre famille élargie et de nos amis de l'église, alimentée par la version des faits de ma mère, selon laquelle j'étais une fille sans cœur poursuivant son propre père par avidité. Mais les dossiers judiciaires sont publics, et Jason savait comment prendre le contrôle du récit. Il s'est assuré que les faits étaient clairs dans chaque dossier. Le testament prouvant que la maison était à moi. L'acte de propriété falsifié. Le faux courriel autorisant la vente. Les relevés bancaires qui ont retracé les 200 000 € de la signature directement vers le compte joint de mes parents. Puis vers l'extérieur pour payer un forfait dans un complexe hôtelier de luxe au Mexique au nom de ma sœur, et un chèque de banque envoyé à un concessionnaire comme acompte pour une nouvelle voiture compacte. L'affaire civile est allée de pair avec l'enquête pénale. Le procureur a jeté un coup d'œil à la pile de preuves et a décidé que cela valait la peine de poursuivre. Falsification, fraude, vol d'identité, utilisation de faux documents. Des mots que je n'avais entendus qu'à la télévision s'appliquaient maintenant à ma propre famille. Lorsque la date de la première audience est arrivée, Jason m'a demandé si je voulais témoigner. « Tu n'y es pas obligé », a-t-il dit. Les traces écrites parlent d'elles-mêmes, mais parfois cela aide d'entendre le côté humain. J'ai pensé à monter à la barre et à répondre à des questions sur la négligence et le favoritisme dans mon enfance pendant que mes parents me fusillaient du regard de l'autre côté de la pièce. J'ai pensé à Madison levant les yeux au ciel et j'ai secoué la tête. Utiliser les documents. Utiliser l'enregistrement. Utiliser les mots de grand-mère, ai-je dit. Mais j'ai fini de jouer la comédie pour eux. Le jour de la première grande audience. Je me suis assise au fond de la salle d'audience, silencieuse. Jason devant avec son classeur soigneusement organisé. Mon père à la table de la défense dans un costume qui semblait soudain trop grand. Ma mère derrière lui serrant un mouchoir. Madison nulle part en vue. Était-ce parce qu'elle se cachait ou parce que leur avocat lui avait dit de rester à l'écart? Je ne le savais pas. La juge, une femme avec des rides profondes autour de la bouche et des yeux fatigués, a écouté Jason exposer la chronologie. Il a diffusé un court extrait de mon enregistrement. Madison disant, c'est une maison, Emily. Du bois, des cloisons sèches et des meubles de vieille dame. Grand-mère te traitait comme si tu étais le Messie. Maintenant, pour une fois, quelque chose me concerne, et tu ne peux pas le supporter. La juge a haussé un sourcil à cela. Ensuite, il a présenté la lettre de ma grand-mère, un mot qu'elle avait écrit à son avocat lorsqu'elle avait mis à jour son testament, expliquant pourquoi elle me laissait la maison spécifiquement. Jason l'a lu à voix haute. Elle écrivait que la maison avait été un refuge pour moi lorsque mes parents étaient trop occupés ou trop sévères. Qu'elle voulait que j'aie toujours un endroit sur qui ne pourrait m'être enlevé par personne. Qu'en aucun cas elle ne voulait que la propriété soit vendue au profit de qui que ce soit d'autre, surtout pas pour couvrir des dettes ou financer des produits de luxe. L'avocat de mon père a essayé de s'y opposer, disant que la lettre n'était que du sentiment, pas du droit, mais la juge l'a admise comme un aperçu de l'intention. Lorsque Jason a fini de lire, la pièce était très silencieuse. Puis la juge a regardé mon père et a demandé directement, « Aviez-vous compris que cette propriété appartenait exclusivement à votre fille ?» Il a bougé sur sa chaise. « Oui », a-t-il dit finalement. « Et avez-vous signé son nom sur les documents de clôture sans qu'elle soit présente, sachant qu'elle ne vous y avait pas explicitement autorisé ?» Il a fixé la table. « Oui. » Et avez-vous utilisé les bénéfices pour vos propres dépenses et pour payer des vacances et un véhicule pour votre fille cadette? Oui, a-t-il murmuré. Son avocat a grimacé. La juge a soupiré. Je ne sais pas ce que vous pensiez qu'il allait se passer, a-t-elle dit. Lorsque nous sommes arrivés à la fin de la procédure, mon père avait accepté un accord de plaidoyer sur les accusations pénales en échange d'épargner à ma mère et à Madison d'être nommés comme co-accusés. Il a plaidé coupable de fraude et de falsification aggravée, a accepté une restitution complète et a accepté une peine de 8 ans dans une prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après 4 ans. La juge a également émis une ordonnance de non-contact me protégeant de tout harcèlement pendant que la peine était en cours. Dans l'affaire civile, le tribunal a rendu un jugement qui ne l'obligeait pas seulement à rembourser les 200 000 € de la vente, mais accordait également des dommages-intérêts punitifs pour le préjudice moral et le mépris flagrant des volontés de ma grand-mère. La résidence principale de mes parents, celle que je venais de quitter quelques semaines auparavant, a été mise sous hypothèque et finalement ordonnée d'être vendue pour satisfaire une partie du jugement. Ma mère a perdu son emploi au cabinet du dentiste où elle travaillait depuis des années. Une fois l'histoire parue dans les nouvelles locales,
le propriétaire lui a dit que les clients n'étaient pas à l'aise à l'idée de confier leurs informations à une personne liée à une affaire de vol d'identité. Ma tante Michel, qui avait toujours été la plus discrète lors des dîners de famille, a laissé ma mère et Madison emménager dans sa chambre d'amis pendant un moment, mais elle a clairement fait savoir qu'elle ne prendrait pas leur parti. J'aide parce que j'aimais Lily et que je ne supporte pas l'idée de vous voir à la rue, a-t-elle dit à ma mère, selon l'un de mes cousins. Mais ce que vous avez fait à Emily était impardonnable. Ma mère y a tenu 3 mois avant qu'une dispute à mon sujet ne se termine par Michel leur disant de partir. Elles ont atterri dans un petit appartement de 2 chambres près de l'autoroute. Ma mère nettoyait des immeubles de bureaux la nuit. Madison travaillait dans un commerce de détail dont elle se plaignait constamment sur ses réseaux sociaux, où son nombre d'abonnés avait commencé à chuter après que des gens eurent fouillé dans les dossiers du tribunal et découvert la vérité derrière son voyage annulé. Quant à moi, une fois l'argent de la restitution versé et la vente officiellement annulée, je l'ai utilisé avec une partie de mes économies pour racheter la maison de grand-mère aux personnes à qui mon père l'avait vendue illégalement. Ils étaient soulagés de sortir de cette situation avec tout leur argent récupéré et un petit supplément du fonds de jugement pour couvrir leurs ennuis. Le jour où j'ai récupéré les clés, j'y suis allé seul. Pas de carton, pas d'amis, juste moi. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, je suis entré et je me suis tenu dans le salon silencieux où le contour de son vieux fauteuil était encore à peine visible sur le parquet. L'endroit sentait légèrement la peinture fraîche de la courte période où l'autre famille y avait été. Mais en dessous, je pouvais presque imaginer le léger parfum de sa fragrance. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé ma main sur le cadre de la porte et j'ai respiré. J'avais repris ce qui était à moi, mais le prix de cette victoire était un cratère là où se trouvait ma famille. Une année a passé et la vie s'est réorganisée autour de cette nouvelle réalité. Je me suis installé dans un rythme qui tournait autour de longues nuits à l'hôpital et de matinées tranquilles sur le vieux porche de grand-mère, avec du café et le chat errant qui avait décidé que je lui appartenais maintenant. J'ai repeint les murs, remplacé l'ancien câblage, réparé les tuyaux qui fuyaient, et ce faisant, j'ai appris ce que cela faisait de prendre soin d'une maison de la façon dont ma grand-mère avait pris soin de moi, non pas comme un objet, mais comme une promesse. Mon père purgeait sa peine. Ma mère et Madison partageaient toujours cet appartement exigu de l'autre côté de la ville. Du peu que j'entendais par la famille, ma mère me blâmait bruyamment et disait souvent à quiconque voulait l'entendre que j'avais réagi de manière excessive. Que mon père avait fait une seule erreur et que je l'avais jeté au loup. Pourtant, ces mêmes membres de la famille m'appelaient en privé pour me dire qu'ils comprenaient, que si quelqu'un avait vendu la seule chose que leur défunte mère leur avait laissée, ils auraient perdu la tête eux aussi. Grand-mère Lily avait été très aimée dans notre famille, et plus les gens pensaient à ce qui s'était passé, plus ils voyaient les actions de mes parents non seulement comme une attaque contre moi, mais comme un crachat à son visage. J'avais fait la paix avec l'idée que je ne les reverrais peut-être jamais. Quand mon téléphone a sonné un après-midi, et qu'un numéro inconnu du système carcéral a clignoté sur l'écran, j'ai failli ne pas répondre. La curiosité a pris le dessus. J'ai répondu. Une voix enregistrée a dit que j'avais un appel à frais viré d'un détenu. Puis le nom de mon père. J'ai appuyé sur le numéro pour accepter. Il y a eu un grésillement. Puis sa voix est passée, plus petite que dans mes souvenirs. « Émilie, a-t-il dit, son ton dépouillé de l'arrogance qui avait toujours été là. Merci d'avoir répondu. » Je me suis assise à la table de la cuisine, les doigts enroulés autour de ma tasse. « Que veux-tu » ai-je demandé. Il a pris une longue inspiration. « Je voulais dire que je suis désolé » a-t-il dit. Pas du genre faux que j'ai essayé avant. Je le pense vraiment. La prison te donne beaucoup de temps pour réfléchir. Et tout ce à quoi j'ai pensé, c'est comment je me suis fait ça à moi-même. J'ai continué à poursuivre cette idée que si je poussais simplement assez de ressources vers Madison, elle deviendrait finalement ce brillant succès qui justifierait chaque sacrifice. Et dans le processus, je t'ai sacrifié sans même cligner des yeux. Je me disais que tu étais forte. Que tu allais bien. Que tu n'avais pas besoin d'autant, que tu me devais ton silence parce que j'avais gardé un toit au-dessus de ta tête quand tu étais enfant. Je pensais être un bon père. Et au lieu de cela, j'étais un lâche parce qu'il était plus facile de prendre à la fille qui ne crierait pas que de dire non à l'autre. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement écouté. Il a continué. Le pire, a-t-il dit, la voix brisée, c'est qu'en essayant de sauver Madison de tout inconfort, j'ai ruiné sa vie aussi. Elle me rend visite parfois, et je vois le ressentiment dans ses yeux.
Elle te blâme en surface, mais au fond, elle est furieuse contre moi parce qu'au fond d'elle-même, elle sait que c'est moi qui lui ai remis des cadeaux volés. Je pensais protéger mon enfant préféré et à la fin je vous ai perdus toutes les deux. Peux-tu me pardonner, Émilie? Sa question est restée suspendue entre nous et, pendant un moment, j'ai détesté qu'il ait posé la question, car le pardon donnait l'impression de le tirer d'affaire, comme si on disait que tout allait bien, alors que ça n'avait jamais été le cas. Mais alors que j'étais assise là, j'ai réalisé que la colère que j'avais portée pendant la dernière année était devenue quelque chose de lourd et de rance. Quelque chose qui reposait dans ma poitrine comme un rocher. Que je lui pardonne ou non, il purgerait toujours sa peine. Ma maison était de nouveau à moi. Ma relation avec ma mère et Madison était toujours brisée. Le passé n'allait pas se réécrire à cause d'un mot. Le pardon dans ce contexte ne signifiait pas qu'il serait libre ou que nous retournerions au repas du dimanche. Il s'agissait de poser un poids que j'étais fatigué de traîner. J'ai finalement dit, je crois que tu es désolé. Et je te pardonne dans le sens où je ne vais pas passer le reste de ma vie à te détester, mais cela ne signifie pas que nous pouvons faire semblant que cela n'est jamais arrivé. Cela ne signifie pas que je te veux de retour dans ma vie quotidienne quand tu sortiras. Il y a eu un petit son de son côté qui aurait pu être un sanglot étouffé. Je comprends, a-t-il dit. Je ne mérite pas plus que ça. Merci de m'avoir donné au moins cela. Après avoir raccroché, je suis restée assise là pendant un long moment, me sentant bizarrement plus légère et plus triste en même temps, comme si j'avais fermé une porte de l'intérieur au lieu de me la faire claquer au nez. Ma mère n'a jamais appelé. Madison non plus. Nous existions dans la même ville comme des étrangères, et j'avais fait la paix avec cela. Certaines relations sont trop déformées pour être réparées sans se briser soi-même dans le processus. J'avais choisi de ne plus me plier à cette forme. Ce que j'ai choisi, c'est d'honorer la personne qui m'avait aimé. J'ai gardé le jardin de grand-mère bien rangé. J'ai organisé des fêtes pour des amis et des collègues qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. J'ai transformé la maison qu'elle m'avait laissée en l'endroit sur qu'elle avait imaginé, non seulement pour moi, mais pour d'autres qui en avaient besoin. Et quand je m'allongeais dans mon lit le soir, en écoutant les légers grincements d'une vieille maison qui s'installait autour de moi, je savais que j'avais fait la chose la plus difficile qu'une personne puisse faire. J'avais tenu tête aux personnes qui m'avaient élevé et tracé une ligne qu'ils n'avaient pas le droit de franchir. Tout cela pour le bien d'une promesse faite par une petite femme avec un grand cœur et un caractère têtu. Si c'était vous et que votre propre famille avait vendu la seule chose qui vous avait été laissée par la personne qui vous aimait vraiment, choisiriez-vous de leur pardonner suffisamment pour respirer plus facilement, ou préféreriez-vous les regarder payer pour cela pour le reste de leur vie?